Bienvenue à ce webinaire donc sur le tri des biodéchets, qui est une nouvelle obligation qu'il faudra mettre en place dans vos structures à compter du 1er janvier 2024. Aujourd'hui, donc Solène Boulanguet, coordinatrice environnement à la Chambre des métiers de Bretagne. Je vais être accompagnée d'Olivier Lefranc, qui est référent déchets à l'Adréal Bretagne, de Maëlle Lebrun, qui est conseillère environnement à la CMA Bretagne pour le Morbihan, de Nathalie Beauvais, qui est chef du restaurant du Jardin Gourmand à Lorient, de Maxime Birrien, cofondateur des Mougmous Coffee Shop à Rennes. Et on va tous les 5 donc vous parler de ce tri des biodéchets dans les entreprises artisanales alimentaires. Donc le programme de ce webinaire, on vous fera un point sur le contexte réglementaire, sur les obligations en matière de tri des déchets et notamment de biodéchets. On vous présentera ensuite des solutions de réduction et de gestion de vos biodéchets. Nous aurons ensuite le témoignage de Nathalie Beauvais et de Maxime Birrien. Et puis, on clôturera par les aides et les accompagnements que la CMA Bretagne peut vous proposer. Et puis, on prendra suite à ça des questions-réponses si vous en avez encore. Donc, Monsieur Lefranc, je vais vous passer la parole sur le cadre réglementaire et cette fameuse obligation sur le tri à la source des biodéchets. Bonjour à tous, donc je suis Olivier Lefranc, donc inspecteur de l'environnement et référent. Oula, j'ai de l'écho. Donc à l'Adréal Bretagne, au service prévention des risques. Donc l'objectif de cet atelier, ça va être de vous présenter quelque chose de assez générique, le contexte réglementaire. Passer à la deuxième diapo. Donc l'objectif avec les obligations, pour vous dire d'où viennent ces obligations, depuis quand elles sont là, quels sont les grands acteurs de ce tri et de ces obligations réglementaires. Je ne vais pas vous parler des spécificités de vos métiers, puisque chacune a ses propres règles. Je vais rester assez global en termes d'information. Donc, et vous parler du code de l'environnement et surtout de cette partie déchets qui est une obligation pour tout le monde à ce niveau-là. Donc, code de l'environnement qui s'applique à tous, comme le code de la route, code du travail, etc. Diapo suivante. Donc, ça va d'abord être un petit topo sur les politiques générales et le cadre réglementaire. Après, faire un petit focus sur vos obligations de tri en termes de déchets. Vous parlez de ce que c'est aussi la traçabilité des déchets. Je vous l'expliquerai un peu plus tard. Et puis, le côté moins rigolo, vous exposez aussi à des sanctions dans le cadre du non-respect des tris et du traitement des déchets que vous produisez. Donc, diapo suivante. Donc, actuellement, on vous entendez beaucoup parler de la loi AGEC. En fait, c'est issu de directives européennes qui datent des années 2010, hein, et notamment la directive déchets. Donc, la loi AGEC qui s'applique à tous. Donc, on entend beaucoup plus ressortir au niveau des particuliers, mais c'est quelque chose la loi AGEC date du 10 février 2010. Les grands objectifs, donc, c'est sortir du plastique jetable, hein. Vous avez entendu, petit à petit, on a vu les sacs plastiques disparaître. La vaisselle jetable qui est interdite pour tout ce qui est établissement de restauration servant plus de 20 couverts par repas. Il faut que l'ensemble des consommateurs soient mieux informés sur le tri, sur la gestion des déchets. Le but du jeu aussi de cette loi AGEC, c'est la loi anti-gaspi, hein, sur un autre nom. C'est lutter contre le gaspillage. Donc, on pousse au réemploi de toutes les matières. On vise à ne plus jeter. Donc, tout ce qui est économie circulaire, ça fait aussi partie du vocabulaire qui est beaucoup utilisé. Et c'est aussi un des objectifs de la loi, c'est de réduire de 50% les déchets par rapport à ce qu'on produisait et ce qu'on enfouissait en 2015. Donc voilà, ça fait partie des gros objectifs. Et en Bretagne, l'objectif est même de ne plus enfouir de déchets du tout. Parmi
ces grandes lignes. Donc, l'objectif est de mieux valoriser aussi, mieux produire, mais aussi mieux valoriser nos déchets. Donc, si on parle de la partie biodéchets, ça va être de composter ou de méthaniser ces biodéchets, c'est-à-dire avoir une utilité plus importante que de les mettre dans un incinérateur et de les mettre à brûler alors que c'est des déchets qui contiennent beaucoup d'eau. Sur l'aspect mieux produire, je pense que si vous êtes dans les métiers de l'artisanat, je pense que moins dépenser et puis éviter d'avoir des déchets, je pense que c'est déjà quelque chose que vous mettez en place. Pour la diapo suivante, donc les grandes mesures de la loi anti-gaspi, on va parler de interdiction de détruire tout ce qui est invendu non alimentaire, mais aussi alimentaire. Donc les centres commerciaux et les gros industriels de l'alimentation sont obligés de faire des dons. On n'a plus le droit de détruire tout ce qui est encore consommable. Donc, et puis, donc on a une obligation de mieux trier nos déchets aussi. Donc, cette mise en place de l'obligation de tri des biodéchets vers une valorisation, donc méthanisation, donc fabrication de biogaz ou compostage. Donc, l'objectif est que ces déchets aillent vers quelque chose de plus utile, qui est le réapport de matière organique dans les sols. Et puis, petit à petit, c'est des choses que l'on voit aussi, généralisation du tri. Donc, de plus en plus d'espaces de tri vont être mis en place, et même les biodéchets. Donc, on le voit au titre des particuliers, mais chez les professionnels, c'est quelque chose qui, depuis 2010, est mis petit à petit en place, notamment sur la partie biodéchets. Puisque c'est une obligation, depuis 2010, c'est une obligation pour les gros industriels. Et petit à petit, on resserre. Petit à petit, les volumes sont diminués pour le tri. Et maintenant, on arrive au métier de l'artisanat, donc les petits producteurs, artisanat et puis et particuliers. Par rapport à la diapo suivante, donc, ce que je vous expliquais, c'est que c'est un texte qui est à l'origine au niveau européen. On a la loi AGEC, donc, qui est la traduction en loi française. Mais après, cette loi se décline aussi aux différents acteurs. Et donc, le premier grand acteur de la gestion des déchets, c'est la région Bretagne. Donc, c'est elle qui est en charge du plan régional de prévention des déchets. Donc, l'objectif est que on ait de quoi gérer nos déchets sur l'ensemble du territoire breton et que ce soit une répartition équitable. Oui. C'est-à-dire que c'est elle qui veille à ce que on ait des incinérateurs, voilà, des incinérateurs à déchets un peu partout sur le territoire et que les déchets de tout le monde puissent être traités. Les centres d'enfouissement des déchets, les anciennes décharges, comme on appelait, ça existe encore. Donc là aussi, en termes de volume, en termes de répartition sur le territoire, ça fait partie des choses que la région doit gérer et travaille avec les collectivités pour pouvoir mettre en place ce plan de gestion des déchets au niveau régional. Donc il faut savoir qu'en Bretagne, on exporte à peu près la moitié des déchets que l'on produit. Donc il y a la moitié des déchets qui sont gérés en région. Est-ce qu'on me voit toujours? Vous m'entendez? Oui, ça a sauté, mais c'est bon. D'accord, ok. C'est revenu. C'est parce que j'ai eu une coupure, donc. Oui, mais c'est revenu. Voilà. Juste revenir, donc j'étais sur la région qui gère. Après, ça a une importance de vous dire que voilà, il y a la région qui est au niveau global, mais ce sont les collectivités territoriales qui gèrent la collecte sur un aspect fonctionnel. Donc on le voit beaucoup sur l'aspect particulier, mais c'est elle qui doit organiser la collecte des déchets sur son territoire et veiller à ce que tous les déchets soient gérés. Après, vous, en tant que producteur de déchets, vous avez votre rôle, c'est-à-dire que vous devez les trier et les envoyer vers les bonnes filières. Et puis le dernier acteur qui a aussi son importance, c'est-à-dire les collecteurs de déchets et les centres de traitement des déchets. Donc ces entreprises-là ont aussi leur rôle puisqu'elles ont dans l'obligation de vous proposer un traitement, une collecte et un traitement adapté dans le respect des règles
dans le respect des règles qui sont en vigueur actuellement. Donc, parmi les grands objectifs, c'est réduire de 50% la quantité de déchets qu'on produit. Et puis la Bretagne a dit qu'elle voulait ne plus enfouir de déchets non utiles. Donc un petit focus concernant vos obligations de tri. J'ai choisi de vous en parler puisque ça fait depuis 2010 et depuis 2020 où l'obligation de tri sélectif est mise en place. Et puis, ce sont des règles, c'est dans le code de l'environnement, donc tous les professionnels doivent mettre en place une collecte séparée des déchets. Donc professionnels, voilà, tout le monde est concerné, hein, entreprises, collectivités, tous les commerces, les lieux de chantier. Soit les déchets sont collectés par un organisme privé, donc ça s'applique aux gros producteurs, soit c'est le service public qui collecte les déchets, donc comme pour les particuliers et les petits producteurs de déchets, donc ceux qui produisent moins de 1100 litres par semaine. Donc c'est pour ça que voilà, à titre chez les particuliers, on a 2 voire 3 poubelles en fonction de comment c'est organisé. Mais là, c'est la collectivité qui décide comment elle organise son tri. À titre professionnel, nous parlons des tris 6-8 flux. Donc, c'est la diapo suivante. C'est pour les producteurs de déchets, en fait, cela relève de votre responsabilité de trier les déchets et plus vous produisez de déchets, il faut les envoyer vers les meilleures filières. Donc, il y a des filières qui existent: papier, carton, plastique, métal, le bois, le verre. Donc ça, après, c'est chacun, vous voyez un peu ce que vous produisez comme déchets et donc ces flux-là doivent être triés. Dans le BTP, ils sont habitués aussi à faire ce type de tri, donc avec les différentes filières de béton, de briques, ils n'ont pas le droit de mélanger pareil leurs flux. Donc nous, là, nous avons maintenant le flux des biodéchets qui vient se rajouter à la réglementation. Donc petit à petit, le tri s'est mis en place. Donc le biodéchet est un tri à part. Donc je vous en parle aussi parce que comme c'est un nouveau flux, les collectivités se posent aussi la question de comment ce flux va être mis en place sur leur territoire. Donc chose qui peut vous impacter plus fortement. Donc pourquoi trier les biodéchets? Donc c'est les diapos suivantes. Donc déjà, un biodéchet, qu'est-ce que c'est? Ce sont, vu que vous êtes dans les métiers de bouche, c'est tout ce qui est déchets de cuisine non emballés et tout ce qui est reste de denrées alimentaires dont vous souhaitez vous débarrasser. Un déchet, c'est quelque chose dont vous n'avez pas utilité et dont vous voulez vous débarrasser. Donc tout ce qui est déchets donc, de cuisine, de production pour faire des aliments. Les huiles usagées, les huiles alimentaires usagées, je les ai mises un peu à part puisque c'est un flux particulier. C'est-à-dire que vous devez les envoyer vers un collecteur particulier. Donc il y a des organismes et des entreprises qui récoltent les huiles alimentaires et en général, elles se financent sur la réutilisation et la remise la transformation en général en biocarburant des huiles alimentaires. Pour info, les résidus des bacs à graisse ne sont pas des biodéchets. Ceux qui sont équipés de résidus de collecteurs de bacs à graisse, il ne faut pas les mélanger avec les autres déchets. Donc le tri des biodéchets, donc ce que je vous ai dit, c'est que c'était quelque chose qui était assez ancien puisque ça date de 2012 et on a vu que petit à petit les lois évoluaient pour faire baisser ces volumes. Donc c'est un tri spécifique à partir du 1er janvier 2024. Donc tout à l'heure, je vous ai précisé les biodéchets non emballés. Pour un meilleur traitement, il ne faut pas qu'il y ait d'autres produits dans les biodéchets. Donc ça, vous le verrez aussi avec les règles de collecte. Mais moins c'est trié, plus c'est rejeté et puis ça fait des déchets qu'on ne peut pas gérer. On n'a pas le droit de remélanger des déchets avec ce qu'on a déjà trié. Comment sont valorisés ces biodéchets? En général, donc c'est la diapo suivante. Les biodéchets, ils sont envoyés vers des filières de compostage,
de méthanisation, l'objectif, un biodéchet, c'est de le renvoyer vers la terre et de réalimenter un peu les sols. Donc, la méthanisation permet, de fabriquer du gaz en plus, mais voilà, donc vous verrez, vous aurez plusieurs solutions de proposer, mais voilà, nous, on n'a pas, à vous préconiser des choses, il faut que les déchets soient bien gérés et l'objectif, c'est réduire la quantité de déchets amis, en enfouissement. Les diapos suivantes, donc, c'est sur le principe de responsabilité du producteur. Donc le producteur de déchets, c'est la diapo suivante, est, responsable de son élimination et de sa jusqu'à son élimination ou sa valorisation. Donc c'est-à-dire que c'est pas, parce que vous avez remis des déchets à une personne que vous n'êtes plus responsable de ces déchets. Il faut que vous les remettiez à des personnes qui soient habilitées à traiter les déchets. Heu, voilà, donc et pour ça, les personnes qui collectent et qui valorisent les déchets, tous les ans, nous, il nous faut une traçabilité. C'est-à-dire que quand on passe en inspection, ce qu'on va vous demander, c'est: est-ce que vous avez bien trié vos déchets? Est-ce qu'ils ont été envoyés vers la bonne filière? Donc, la personne qui a géré vos déchets vous renverra une attestation de bonne collecte et de traitement. Donc, puisque ces organismes sont aussi surveillés de leur côté. Donc tout ça, c'est codifié, c'est dans le code de l'environnement. Donc, je vous ai pas mis tous les textes en référence, mais voilà les grands textes. Et il faut savoir que vous êtes responsable de vos déchets, vous devez les envoyer vers la bonne filière et pour ça, il vous faut des traces. Donc, quand vous avez des factures de traitement des déchets, mais il vous faut une trace, pour savoir les volumes, les quantités de déchets que vous avez mis à traiter. La petite, touche finale, donc le producteur de déchets, est responsable du tri. Il est responsable aussi de la façon dont c'est géré. Donc il faut savoir que si, vous avez, un contrôle et que vous ne répondez pas, correctement au contrôle, vous exposez à des sanctions. Donc ça peut être des PV, ça peut être, des amendes administratives et puis, ça peut même aller jusqu'à, de l'emprisonnement en fonction de la nature et du volume d'infraction que vous avez, commis. Voilà. Un petit exemple, j'ai eu il y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire que, il y a un monsieur qui, passait dans les boucheries, charcuteries, qui récupérait les déchets de viande pour nourrir ses animaux. Donc c'est bien, mais sauf que, ce monsieur-là, il récoltait, tout ce qu'on pouvait lui donner et puis, quand il en avait trop, il jetait, ce qu'il avait en trop, dans la nature. Ce n'est pas un système de traitement des déchets. Donc le monsieur est reparti avec les menottes et les artisans, chez qui il est passé, ont dû, justifier de leur, bonne prise en charge des déchets et de leur bon traitement final. Voilà, donc l'objectif, c'était de vous dire, voilà, en gros, les déchets, vous en êtes responsable. Il y a des contraintes supplémentaires qui sont de bien faire attention au tri de vos déchets, de bien les trier, de faire attention à les envoyer vers les bonnes filières. Donc les collectivités, gèrent ces déchets-là, mais vous serez peut-être obligé, en fonction de vos volumes, de passer chez des professionnels ou de trouver des systèmes, qui vous sont propres. Le tout, c'était de le faire dans le respect des règles. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop vite. Non, merci beaucoup monsieur Lefranc. Alors je vois des mains levées, on vous propose de mettre les questions dans le chat et monsieur Lefranc pourra y répondre ou sinon on les prendra à la fin de la présentation. Alors le deuxième point justement, ça va être les solutions de réduction et de gestion de ces biodéchets. On va vous réexpliquer d'abord, on va revenir un peu sur cette définition de biodéchets par rapport à votre activité. Donc il existe 3 catégories de biodéchets. Les C1, pour lesquels l'orientation va être exclusivement la destruction, car ils sont considérés comme des matières à risque spécifique. Alors Maëlle, je te laisse peut-être expliquer un peu ce que ça Oui, concerne.
En fait, c'est principalement les matières issues de boucherie, notamment qui contiennent en fait des encéphales ou en fait des matières à risque qui pourraient en fait avoir des risques sanitaires pour l'alimentation animale. L'objectif étant de ne pas avoir des maladies comme la Creutzfeldt-Jakob qu'on a pu avoir il y a quelques années. Donc voilà, c'était une obligation jusque 2022. Ces matériaux ne sont plus considérés comme un risque spécifique aujourd'hui en France, sauf si l'origine de la viande vient de pays en fait à risque. Donc aujourd'hui, on n'a quasiment plus en fait de matières qui sont en C1. Merci. En C2, on va avoir les produits impropres à la consommation animale, tout ce qui est animaux morts en élevage ou suspicion de contamination. Donc, en principe, ça va très peu vous concerner. Et les C3, les produits impropres à la consommation humaine, c'est de ça dont on va parler. C'est vraiment ça, les biodéchets. Donc, ça va être les restes alimentaires qui ne peuvent pas être consommés par des humains, mais qui pourraient être consommés par des animaux. Donc, dans ces biodéchets C3, on va avoir des biodéchets d'origine animale, tout ce qui est déchets de parage et de préparation de poissons, écailles, arêtes, nageoires, viscères, têtes. Les déchets de préparation de viande, tout ce qui est tripes, tête, os ou cervelle. Les coquillages, les coquilles d'œufs, les produits laitiers, les restes de table et les pertes liées au stockage. Dans les biodéchets d'origine végétale, nous allons avoir tout ce qui est épluchure de fruits et légumes quand vous faites vos préparations, les restes de fruits et légumes, les farines, les marcs de café, les drèches dans les brasseries ou quand ça ne concerne pas de l'alimentaire, ça peut être tout ce qui est fleurs, déchets verts, notamment pour les fleuristes. Les biodéchets dans l'artisanat, on voulait vous mettre quelques chiffres. La CMA Grand Est a réalisé une étude assez poussée, justement, sur la caractérisation des biodéchets dans les métiers de bouche. Et ils définissent qu'en moyenne, dans vos établissements, on est à 2,2 tonnes par an de biodéchets produits. C'est un chiffre qu'on souhaitait porter à votre connaissance, notamment si après vous avez recours à des solutions extérieures et s'ils vous demandent à peu près vos quantités, sachez qu'en moyenne, normalement, une entreprise artisanale alimentaire est autour de 2,2 tonnes par an de biodéchets. Et on vous a mis la répartition de la fréquence à laquelle on retrouve les différents types de biodéchets que je viens de vous citer. Les épluchures, c'est dans 75% des cas. Les œufs et coquilles, c'est dans 72% des cas. Le pain, c'est dans 48% des cas. Donc, vous aurez de toute façon accès à ce diaporama, on vous l'enverra. Et donc, vous pourrez voir un peu si ça correspond, vous aussi, à ce que vous avez dans vos entreprises. Et puis, on voulait vous dire aussi que la part des biodéchets dans vos poubelles, elle diffère selon votre activité. En boulangerie-pâtisserie, les biodéchets, ça va représenter 57% de ce que vous avez comme déchets dans votre poubelle. En petite restauration, on va plutôt être à 35% de ce que vous avez dans votre poubelle. Et puis, pour tout ce qui est traiteur et boucherie-charcuterie, on est plutôt autour de 13% de biodéchets dans vos poubelles. Et donc, comme le disait monsieur Lefranc tout à l'heure, la meilleure manière aussi de gérer ces biodéchets, c'est avant tout de ne pas en avoir et donc d'aller sur une logique de prévention de vos déchets. Maëlle, je te laisse en parler. Oui, alors effectivement, l'objectif est d'éviter, avant d'avoir à gérer ces déchets-là, vaut mieux les éviter. Quand ce n'est pas possible, il faut essayer de privilégier en fait la valorisation des invendus, notamment par le don. Il peut y avoir aussi d'autres solutions. Et ensuite, lorsque toutes ces solutions ont été envisagées, c'est là qu'on pourra passer sur des solutions de collecte ou de traitement sur place. Et donc, du coup, on parlera du compostage et de la méthanisation. Et voilà. Ensuite, l'objectif étant d'éviter l'incinération et l'enfouissement. Sachant qu'on a effectivement un objectif en fait, de réduction de 50% du gaspillage alimentaire d'ici à 2030. Donc l'objectif ici, ça va être d'identifier en fait dans chaque poste de production les biodéchets qui peuvent être produits et de les éviter. Donc
quand on appelle ce qu'on appelle poste de production, c'est notamment la partie approvisionnement. C'est est-ce que les produits qui vous sont livrés sont dans un état satisfaisant? Est-ce qu'au moment de leur rangement, est-ce qu'ils sont stockés par rapport aux premières entrées, premières sorties, pour éviter justement d'avoir des pertes à ce moment-là? Est-ce que il y a une bonne conservation des aliments au moment du stockage? Est-ce que les commandes sont faites de manière assez régulière pour éviter de commander en trop grande quantité et finalement d'avoir des pertes sur des produits qui seraient inutilisés? Est-ce qu'au moment de la fabrication, il peut y avoir des produits qui sont transformés voire retransformés si besoin? Est-ce que certaines machines peuvent vous permettre de transformer des produits, notamment des crumblers pour la partie pain? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réutilisation ou des recettes qui soient adaptées pour réutiliser vos invendus? Est-ce que éventuellement produire des plus petites portions, des plus petites quantités peut être également intéressant pour éviter tous ces invendus? Et est-ce que aussi au moment de la production, vous avez des fiches recettes qui sont adaptées, notamment si vous avez des apprentis pour éviter les erreurs? Et est-ce qu'au moment de la vente, les produits sont proposés à des prix réduits? Ou est-ce que vous faites notamment, par exemple en fin de journée, des opérations commerciales avec des moins 50% ou des dons aux clients fidèles? Ou dans la restauration, ce qui est plus connu sous le nom de doggy bag ou gourmet bag que l'on peut proposer au client s'il n'a pas fini son assiette. Donc ça, c'est des exemples en fait parmi tant d'autres d'actions qui peuvent être mises en place dans vos entreprises, justement pour réduire les pertes alimentaires. Donc ça, c'était des actions pour éviter. Ensuite, au moment où vous avez des invendus, donc là, c'est que vraiment vous avez tout mis en place, mais que vous pouvez rien y faire parce que c'est à partir du moment où le client ne les achète pas. Donc aujourd'hui, il existe des applications pour les invendus. Donc il y a Phoenix et Too Good To Go, qui sont des applications qui sont aujourd'hui plutôt bien connues du grand public, et donc pour lesquelles vous pouvez mettre en place des paniers d'invendus. Donc c'est des fonctionnements qui sont un petit peu différents. Ensuite, il peut y avoir des dons d'invendus à des associations, mais pour lesquels il faut qu'il y ait une habilitation d'aide alimentaire. Donc, vous ne pouvez pas donner à n'importe quelle association qui se propose de récupérer vos invendus. Il faut qu'il y ait un suivi derrière. Donc, il faut également que les produits que vous leur donnez soient adaptés. La plupart du temps, tous les produits qui contiennent des œufs, de la crème ou de la viande, c'est plutôt compliqué pour ces dons-là, sachant qu'il n'y a pas forcément de stockage au froid au moment où l'association vient chercher. Il y a également surveiller les dates de consommation, les dates limites. Et le don à ces associations-là, vous permet de disposer d'une réduction d'impôt. Donc ça peut également être intéressant pour pouvoir valoriser financièrement vos invendus. On va parler aussi des dons d'invendus. Donc là, je précise bien que ce sont des invendus et non des biodéchets. Ils peuvent être donnés à des éleveurs, donc pour des animaux qui ne sont pas élevés pour la consommation humaine. Donc ça peut être notamment des chiens de meute ou des refuges pour animaux. Et donc là, par contre, il faut quand même que l'association à laquelle vous donnez soit autorisée par les services de l'État. Voilà. Encore une fois, vous ne pouvez pas donner à n'importe qui. Donc, on va vous parler des différentes solutions de gestion de vos biodéchets. Donc, vous produisez des biodéchets et une des solutions, ça va être le compostage de proximité. Donc, soit avec du compostage partagé ou du compostage sur site, on va y revenir, ou sinon par un système de collecte, soit par le secteur privé, soit par le secteur public. Attention toutefois, on l'a dit tout à l'heure, les collectivités n'ont pas d'obligation en ce qui concerne la gestion des biodéchets des professionnels et elles sont justement, du fait de cette obligation à compter du 1er janvier 2024, en train de regarder si dans le cadre de leur tournée de collecte des biodéchets des particuliers ou des dispositifs qu'elles vont mettre en place, certaines vont aussi proposer des plateformes de compostage partagé, elles sont en train d'étudier la possibilité d'accueillir les professionnels, les biodéchets des professionnels. Donc ça, c'est du cas par cas, il faut se rapprocher de sa collectivité qui gère les déchets. Donc, c'est le niveau communauté de communes ou communauté d'agglomération ou métropole. Par contre, le don des biodéchets, Samuel l'a bien précisé, il n'est pas autorisé. C'est bien le don des invendus dont elle parlait, le don des biodéchets, ça, c'est pas quelque chose
d'autoriser. Alors justement, Maëlle, peut-être une petite explication sur pourquoi on n'a pas le droit de donner ces biodéchets? Oui. Alors effectivement, le don de biodéchets n'est pas reconnu par la réglementation, donc de fait interdit. La raison pour laquelle il est interdit, c'est que ce sont des déchets de catégorie 3 et donc en fait, ils sont susceptibles de contenir des sous-produits animaux. Donc c'est-à-dire de la viande, des produits de crèmerie, des ovoproduits et cetera et donc justement pour éviter tout risque sanitaire, donc de contamination d'autres animaux, donc le don est interdit, puisqu'il ne peut pas justifier d'une transformation en fait dans une usine agréée, donc c'est-à-dire, une montée en température justement pour hygiénisation. Il peut y avoir quelquefois des dérogations pour certains types de produits, mais dans ce cas-là, ce sera vraiment des sites, agréés qui seront autorisés, voilà, comme des refuges ou des zoos. Mais c'est relativement rare et ces listes-là sont bien définies. Merci. Donc revenons à la gestion des biodéchets, Maëlle. Oui. Alors, du coup, pour ce qu'on appelle compostage de proximité, c'est soit un compostage, sur site, soit un compostage, partagé sur un autre site, de fait. Donc là, l'objectif, c'est qu'on vous présente un petit peu, les différentes solutions qui vont exister, notamment de compostage sur site, donc c'est-à-dire, sur le site de votre entreprise. Donc, là, il y aura, le compostage, en bac, donc, que l'on connaît, plutôt bien puisque c'est quasiment le même bac qu'on peut retrouver chez les ménages. Donc là, on le voit apparaître à l'écran. Donc l'objectif ici, ça va être de vous présenter un petit peu le coût que cela peut représenter, les avantages et les inconvénients. Donc, sur le bac de compostage, on est à environ à 200 € et certaines collectivités justement peuvent, financer, les bacs de compostage. Donc après, ce sera à vous rapprocher aussi de votre collectivité pour voir s'il y a des financements qui sont possibles ou des dons, de composteurs. Donc l'avantage du coup, c'est qu'effectivement le coût est plutôt faible et que c'est un système autonome, donc c'est à vous de gérer le composteur sur votre propre, parcelle. Voilà. Ensuite, les inconvénients, c'est qu'il faut que ce soit en contact avec la terre pour que justement il y ait une dégradation qui soit faite, par les organismes et les micro-organismes qui agissent dans le composteur. En revanche, ce contact avec, la terre peut permettre aussi le développement de nuisibles. Donc, là, il faudra faire en sorte d'éviter que ces nuisibles-là apparaissent parce que ce qu'on a oublié de vous préciser, c'est qu'effectivement, le tri des biodéchets doit aussi se faire dans le respect des règles d'hygiène. Voilà, donc du coup, vous devez, mettre en place le plan de prévention des nuisibles en conséquence. Et comme, tous les, composteurs, il faudra prévoir un apport de matière sèche. Donc le compostage est quand même une action, technique à réaliser. Il faut, le mélanger, il faut, l'aérer de façon à ce que ça se dégrade, correctement et qu'il n'y ait pas de nuisances, qui apparaissent. Donc ce qu'on appelle nuisances, ce sont aussi bien des développements, d'odeurs que de nuisibles. Ensuite, on a le composteur rotatif. Donc là, on a mis que c'était à partir de 150 € hors taxe. Donc ça, c'est pour des petits modèles qu'on peut, trouver notamment dans le commerce, qui peuvent, être assimilés à des modèles qui peuvent pour être des particuliers. Après du coup, forcément, en fonction de la taille dont vous avez besoin, les prix, évoluent. En avantage, donc du coup, ça peut être adapté pour des gros volumes. On a vu des composteurs entre 500 litres et 1000 litres. Donc là, ça dépend aussi des apports que vous aurez. Donc tout l'intérêt est de pouvoir mesurer en fait la quantité de biodéchets que vous produisez. Donc ces types de composteurs ne sont pas en contact avec le sol et sont plutôt fermés. Donc du coup, ils ne produisent pas d'odeur ni de nuisibles, donc qui peut plutôt être un avantage, en particulier si vous n'avez pas beaucoup d'espace. En inconvénient, ça peut être un système, manuel ou à moteur parce qu'effectivement, si on est sur des gros volumes de composteurs, pour les tourner, ça peut être assez compliqué. Donc du coup, il y aura une consommation d'énergie et il faudra également, apporter de la matière sèche, comme dans tout composteur. Ensuite, on a un modèle, de composteur qui est là pour, des volumes beaucoup plus conséquents, et donc il faudra également beaucoup plus d'espace et de volume à produire. Donc là, on est sur des montants, plus importants, hein. On a des montants qui vont de 12 000 €, à partir de 12 000 €. Il y a pas besoin de pré-traitement.
Donc du coup, non, il y a des pré-traitements, donc il n'y a pas forcément de nuisibles et pas d'odeur. Donc c'est-à-dire que les pré-traitements, c'est soit dessécher en fait la matière, donc ça nécessite de l'énergie. L'investissement du coup est forcément élevé pour ce type de machine, donc ça peut être une solution qui peut être envisagée pour de la mutualisation de déchets. Donc ensuite, on va parler de compostage partagé. Donc ça, c'est plus des solutions qui peuvent être adaptées si notamment vous n'avez pas d'espace pour faire du compostage sur votre parcelle. Donc ça, c'est des espaces qui sont dédiés au compostage et qui permettent en fait à plusieurs producteurs de biodéchets d'apporter les biodéchets et de les composter. Donc en investissement, il faudra voilà, des bioseaux et des bacs de transport, comme on peut le voir sur l'image ici. Ce qui est avantageux, c'est que ça ne produit pas de nuisibles et d'odeurs sur site. Ça demande peu d'investissement et donc vous n'avez pas à avoir d'espace sur votre parcelle. Par contre, ce qu'il faudra bien avoir en tête, c'est qu'il faudra transporter par vos propres moyens les biodéchets sur le site. Et donc, du coup, c'est forcément du temps en plus à y consacrer. Le poids des bacs peut être un frein également. Et il faudra bien vérifier que la plateforme collective soit bien ouverte aux professionnels, parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes de compostage qui existent, mais qui ne peuvent être ouvertes qu'aux particuliers. Donc ça, ce sera effectivement à vérifier avec votre collectivité. Dans tous les cas, en fait, sur le compostage de proximité, donc que ce soit sur votre site ou sur un espace partagé, l'exploitant, donc c'est vous, est responsable de la bonne réalisation du compostage et il peut désigner une personne en charge sur le site. Donc ça peut être lui ou une autre personne. Le responsable, du coup, qui est désigné, il doit être formé au compostage et veiller à la bonne tenue du composteur. Donc l'idée, c'est que le compost se dégrade correctement et ne produise aucune nuisance. Donc qu'il n'y ait pas de développement de nuisibles ni d'odeur. Il est possible du coup de mélanger des déchets de table et des déchets verts. Donc ce qu'on appelle déchets de table, hein, c'est les biodéchets de catégorie 3 qu'on a vu tout à l'heure. Et les déchets verts, donc ça c'est les déchets de tonte, de taille et autres, qui peut du coup y avoir aussi sur vos propres parcelles si vous avez un espace vert. Donc il sera nécessaire de tracer en fait ces dépôts, que vous les déposiez sur un composteur partagé, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et le site n'est pas soumis à enregistrement, donc si le dépôt est inférieur à 1 tonne par semaine. Donc là, on considère que vous n'êtes pas sur une installation professionnelle de traitement des déchets. Ensuite, le compost, il peut être utilisé. Néanmoins, on recommande que ce soit utilisé sur des surfaces d'agrément. L'objectif étant que qu'il n'y ait pas de problème sanitaire ensuite avec les plantes qui pourraient pousser avec ce compost. Donc, on conseille de le mettre sur des surfaces d'agrément et non sur des surfaces de culture. Donc voilà pour les solutions de compostage sur site et on va vous parler maintenant des solutions pour une valorisation hors du site. Donc du coup, dans le cas où vous vous faites collecter, donc soit par le secteur public, par du porte-à-porte ou de l'apport volontaire, soit par des entreprises privées, en porte-à-porte ou en porte-à-porte à vélo, ce qui se répand de plus en plus dans les grandes agglomérations. Alors, du coup, on vous a fait un petit comparatif en fait des différentes solutions. Donc, ce qu'on va attendre, enfin, ce qu'on appelle le point d'apport volontaire, ce sont des bornes en fait qui peuvent être disposées par les collectivités. Donc, du coup, voilà, je vous précise juste ça. Donc là, c'est pareil, on vous a fait un petit comparatif, ce que ça peut représenter en temps de main-d'œuvre, dans quelle zone on peut retrouver ces solutions, est-ce qu'on peut y apporter des déchets carnés et quel volume on peut y apporter et quel coût cela peut représenter à peu près pour l'entreprise. Donc pour ce qui est point d'apport volontaire, ça demande quand même beaucoup de temps humain puisqu'il faut quand même prévoir le déplacement, etc. On peut retrouver ça du coup aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Les déchets carnés peuvent y être apportés, en fait, comme dans l'ensemble des solutions, puisqu'ensuite il y aura une valorisation qui sera réalisée. Enfin, on le verra par la suite, mais voilà, on est sur des hygiénisations qui sont quand même plus poussées. Le volume qu'il peut y apporter est assez faible, donc
Sinon, on voit qu'on arrive sur des volumes qui vont être supérieurs à 1 tonne. Donc là, on est plutôt sur des volumes plus faibles. Et du coup, ce que ça représente en coût pour l'entreprise, si ce n'est les coûts de déplacement, il est relativement faible. Ensuite, en collecte en porte-à-porte public, là, en termes de temps de main-d'œuvre, là, on sera plus sur, voilà, comme dans n'importe quelle entreprise, ce sera trier les biodéchets, les apporter dans le bac et ensuite sortir le bac qui sera collecté par la collectivité en porte-à-porte. Donc, ça demande un petit peu moins de temps que pour la filière, pour les déplacements en porte-à-porte, en point d'apport volontaire. C'est pareil, ceux-là, on peut les retrouver en zone rurale ou urbaine. Ça dépendra de la collectivité, si elle souhaite ou non développer ses collectes en zone rurale. On peut y apporter des déchets carnés. Le volume des déchets, c'est pareil, il est variable selon la collectivité, la taille des bacs qu'elle vous met à disposition. Sachant que les volumes de bacs, comme les biodéchets sont assez lourds du fait de la présence d'eau, les bacs qui vous seront mis à disposition seront plutôt de petite taille. On sera sur du 140 ou 240 litres, mais pas forcément remplis. Donc là, les coûts seront un peu plus faibles pour l'entreprise, sachant que ça dépend encore une fois de comment la collectivité facture aux professionnels. Si vous êtes en redevance, si vous êtes en taxe, en taxe pour les ordures ménagères. La collecte en porte-à-porte privée, là, on est quasiment sur le même ordre d'idée en temps de main-d'œuvre que pour la collecte publique. On est également pour les zones urbaines ou rurales. On peut y apporter des déchets carnés et là, la difficulté, ça va être de savoir si l'entreprise peut se déplacer pour des volumes peu conséquents. Donc là, après, il faudra voir avec les différents collecteurs privés s'ils peuvent venir chercher les déchets que vous produisez. Ensuite, du coup, les coûts sont quand même un petit peu plus élevés que pour les collectivités. Donc à voir si après, il y a des questions de mutualisation qui peuvent être mises en place. Et ensuite, il existe les collectes à vélo cargo. Donc là, en temps de main-d'œuvre, c'est plutôt réduit, puisque la collecte est faite directement chez vous. Et on est sur, en général, des volumes plus réduits. Et donc, voilà, ça demande un petit peu moins de temps. Par contre, en termes de collecte, ce sera plus sur des zones urbaines, voire fortement urbanisées, pour qu'il y ait un déplacement à vélo. Vous pouvez toujours y mettre des déchets carnés, ça dépendra aussi de la valorisation qui est réalisée ensuite. Et on est plutôt sur des volumes faibles, voire très modérés. Par contre, en coût pour l'entreprise, c'est quand même relativement plus élevé. On souhaitait du coup vous parler en fait de l'issue des collectes, que ce soit sur des collectes publiques ou privées. Donc il peut y avoir deux types d'issues de traitement. Donc on a le compostage et la méthanisation. Donc la différence entre ces deux procédés, c'est que le compostage, il est réalisé avec de l'oxygène. La durée de transformation est un petit peu plus longue. Et ensuite, on produit en fait du compost qui peut être normé. Donc là, on est simplement sur de la valorisation de matière. Voilà. Donc ce compost, il peut être ensuite réutilisé soit en agriculture, soit en ornement. Alors que la méthanisation, c'est un process qui se fait sans oxygène, avec production du coup de biogaz et de digestat. Et on est sur des durées de transformation qui sont du coup beaucoup plus courtes. Dans les deux cas, on est sur des installations qui sont industrielles. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment le devenir, hein, une fois que vous passez par une collecte privée ou la collecte publique. Donc ce sont vraiment les débouchés ensuite. C'est ça. Donc on a du coup souhaité vous faire un petit comparatif en fait entre le compostage de proximité et la collecte séparée, avec à chaque fois les points forts et les points faibles. Donc pour commencer, le compostage de proximité, comme on a pu le voir, il peut y avoir un coût faible, hein, sauf pour certains types de compostage qui du coup sont aussi pour des volumes beaucoup plus élevés. Ça permet à l'entreprise d'être autonome et pouvoir gérer elle-même ses biodéchets. Et ça permet aussi de valoriser en fait le personnel par la formation. Donc soit la formation de maître composteur ou soit les informer sur voilà, le traitement des biodéchets en interne. Par contre, ce qui est un petit peu plus compliqué, les points faibles, c'est que ça nécessite de l'espace extérieur. Il faut un approvisionnement en matière sèche
qu'il faut du coup trouver aussi un exutoire pour le compost une fois produit, et qu'il y a la question des déchets carnés, voilà, qui peuvent du coup apporter des nuisibles. Ensuite, la collecte séparée, c'est une gestion qui est externalisée. Donc, pour le coup, vous n'avez pas à vous en soucier. Voilà, et le tri doit être réalisé correctement. Ensuite, vous n'avez pas à trouver d'issue pour le compost, donc c'est plutôt intéressant. Donc, ça nécessite aussi peu d'intervention. Par contre, c'est les coûts qui sont associés, qui peuvent être importants à supporter pour l'entreprise. Il faut bien préparer les biodéchets en amont. Donc, c'est comme on a pu le voir avant, ne pas avoir de plastique dedans ou d'autres matières qui, du coup, ne pourraient déclasser les biodéchets et qui fait qu'ils soient envoyés en incinération ou en enfouissement. Et il n'y a pas forcément, en fait, ces solutions de collecte partout. Donc, on vous parlait des collectes privées et publiques, mais ça dépendra, en fait, du territoire sur lequel vous vous trouvez. Voilà, donc normalement, avec toutes ces informations, vous n'avez plus qu'à choisir. Et afin de vous y aider, on a proposé à deux professionnels de venir témoigner de leur pratique, justement. Donc, on va commencer par Nathalie Beauvais, qui est la chef du restaurant Le Jardin Gourmand à Lorient, et qui va pouvoir nous expliquer comment justement elle fait reprendre ses biodéchets et comment elle gère du coup en interne dans la cuisine ces biodéchets. Bonjour. Donc, en fait, mais déjà, il a fallu que je forme mon équipe à ma façon de travailler. Et il y a plusieurs points. C'est un petit peu ce a expliqué Maëlle, en fait. Hein. La première chose, c'est limiter le maximum de déchets. Donc, je fais très attention à mes commandes. Quand je vais commander mes légumes, par exemple, je vais faire vraiment attention aux quantités que j'ai vraiment besoin. Après, par rapport à mon équipe, le tri, c'est vraiment les former sur le tri. Ne pas mélanger les biodéchets, notamment avec le plastique. Nous, dans la cuisine, on utilise beaucoup le papier film. Et donc, ça paraît tout petit, mais il faut vraiment faire attention que le papier film ne soit pas mélangé aux biodéchets. Donc, tout ça, il faut expliquer. Je travaille notamment avec des producteurs de légumes, en fait, qui vont me reprendre toutes mes pluches. Donc, c'est-à-dire que dans les caisses de légumes qui me sont livrées, je vais remettre mes pluches dans les caisses de légumes et quand je vais livrer, le producteur de légumes prend mes pluches. Donc là aussi, j'ai une grosse formation à faire avec mon équipe parce qu'il est très important de trier. C'est-à-dire que le producteur de légumes, il n'est pas question qu'il ait des carcasses de langoustine dans les pluches ou un petit morceau de viande ou un filet de poisson qui serait malencontreusement tombé ou une arête de poisson. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la formation par rapport à l'équipe. Et puis, ces déchets, en effet, comme on l'a expliqué, si moi je les laissais dehors, et on a été victime de ça, comment, il y a des animaux, il y a notamment des rats, qui sont vraiment des frelons asiatiques aussi, qui sont attirés par tous ces biodéchets, et on a eu les odeurs. Donc, il a fallu que rapidement, on mette en place une chambre froide exclusivement pour ces déchets, pour éviter justement les nuisibles. Après, on utilise donc nous la poubelle verte avec le ramassage public et cette poubelle verte est stockée aussi bien sûr dans la chambre froide et on la met sur la rue le jour de la collecte et il faut rapidement nettoyer la poubelle verte une fois qu'elle a été vidée et la restocker dans la chambre froide. Donc là aussi, ça nécessite d'être sur place quand justement il y a la collecte des déchets. Il n'est pas question de laisser la poubelle sale sur la rue ou même la poubelle pleine en attendant que la collecte arrive. Donc ça, c'est un petit inconvénient. Et puis, mais autrement, moi, je trouve en fait ce tri très intéressant parce que par rapport à notre environnement, ça fait prendre conscience à mon équipe qu'il est très important de bien gérer les matières premières, donc de faire attention par exemple, quand on épluche un légume, de ne pas jeter n'importe quoi à la poubelle. Donc, c'est de la formation, en fait. Après,
comme on fait très attention au tri, ben, il faut qu'il y ait un contrôle en fait. Moi, je vais contrôler aussi les pluches, qu'il n'y ait pas d'arêtes, par exemple, dans les pluches. Donc, on utilise des toutes petites poubelles en fait. Moi, je réutilise mes seaux dans lesquels me sont livrées les crèmes, la crème Le Gall notamment. Donc, j'ai plein de petits seaux Le Gall un seau Le Gall vide sur chaque plan de travail qui sert de poubelle. Et à la fin du service, on refait un tri pour être sûr que voilà, ce soit bien trié dans la poubelle verte ou dans les pluches pour mon producteur de légumes qui va récupérer mes pluches pour son compost. En fait, avec mon producteur de légumes, je fais un petit peu ce que vous appeliez un compost partagé en fait. J'ai affiché les photos à l'écran, Nathalie, peut-être les commentaires, je ne sais pas si vous les voyez, du coup, c'est en effet les seaux dont vous parliez. Voilà, donc en fait, la première photo, c'est notre poubelle verte qui est dans la chambre froide. Donc cette poubelle verte, surtout quand il fait chaud, il est clair qu'elle est tout le temps dans la chambre froide pour les déchets. Donc, à chaque fin de service, chaque personne responsable du poste vide son petit seau dans la poubelle verte tout en contrôlant. Et c'est surtout, nous, c'est le papier film en fait. Il y a des fois des petits morceaux de papier film qui se retrouvent dans les déchets. Donc, on fait très attention à enlever ces papiers films. Là, la deuxième photo, on voit nos poubelles. Donc là, on est à l'endroit où il y a les retours d'assiettes. La deuxième photo, les retours d'assiettes des clients. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait glissé un grand sac poubelle dans le trou destiné à recevoir les restes des clients. Et puis en fait, voilà, et on s'est aperçu en fait que ce sac poubelle à chaque fin de service n'était pas vraiment rempli. Donc on jetait à la fois les déchets dans la poubelle verte et on jetait un sac en plastique dans la poubelle jaune. Et en plus, on triait pas nos déchets et donc j'en suis même sûre qu'il y avait des couverts, notamment, qui partaient dans les déchets verts. Donc, c'est vraiment, on consomme moins de plastique et en plus, moi, je récupère des couverts, notamment des couverts, et je trie mieux mes déchets verts. Donc, c'est vraiment, ça paraît tout bête, mais c'est vraiment une réflexion qui est économe en plus et qui est bien pour l'environnement. Sous ce petit seau en plastique là qui récupère les déchets des restes des clients, en fait, on a une grosse poubelle noire et là, en fait, c'est la poubelle jaune, on va dire, donc les déchets en plastique et ça peut être notamment nos petits papiers films, ça peut être, par exemple, pendant le service, on va utiliser une bouteille de lait, on va finir la bouteille de lait, on va comme la cuisine n'est quand même pas énorme, et bien chaque personne va amener sa bouteille de lait dans cette grosse poubelle noire qui est sous la petite poubelle des retours clients. Voilà. Et la troisième photo, donc ça, c'est mon plan de travail en fait. Donc, il y a la petite poubelle au-dessus sur le plan où quand je travaille sur mon plan, par exemple, je vais éplucher une carotte. Je vais mettre mes épluches de carottes dans mon petit seau Le Gall, enfin le petit seau qui est sur le plan. Et puis, le fourneau, en fait, est perpendiculaire à mon plan de travail. Et quand, par exemple, je vais dresser, donc je vais dresser mes assiettes sur le fourneau et je vais par exemple enlever une peau de poisson au moment de l'envoi de mes assiettes. Cette peau de poisson, en fait, le temps que j'ouvre mon seau sur mon plan de travail, c'est un petit peu compliqué, ça va très vite. Donc je vais mettre ma peau de poisson dans le seau qui est par terre. Pareil, et comme ça, en fin de service, pareil, on trie parce qu'il peut y avoir aussi toujours ce petit papier film qui se met dans les deux poubelles. Et donc, il y a toujours un petit tri en fin de service. Voilà. Et bien sûr, tous ces seaux en fin de service sont nettoyés et stockés pour le prochain service. Voilà, j'espère que j'ai à peu près tout dit. Je crois, tout à fait. De toute façon, vous avez vu les informations qu'a indiquées Nathalie, vous les retrouverez aussi sur le diaporama. Alors, on nous confirme dans les commentaires qu'en effet, il faudra vous rapprocher de votre maraîcher pour qu'il vous fournisse bien une attestation de traitement de son compost pour savoir ce qu'il en fait après, en fait, et pour que vous puissiez, vous, de votre côté, justifier de ça, en fait. Hein.
Parce qu'en fait, j'ai très peu de biodéchets. En fait, ma poubelle verte, elle est pas énorme en fait chaque semaine. Parce qu'en fait, les principaux déchets verts que j'ai au restaurant, comme je travaille vraiment que des produits frais, en fait, c'est notamment les pluches. Et j'ai très peu de retours, heureusement, d'assiettes. Et donc, du coup, ben, c'est vrai que si ce producteur de légumes n'était pas là et reprenait pas mes déchets, ben, ça changerait la donne. Et puis une précision en fait qui est donnée, c'est en effet que les pluches, hein. Il n'y a pas les restes d'assiettes dans ces cagettes. C'est Non, bien non, que les. c'est vraiment, le producteur des légumes, on a aussi discuté avant de mettre ça en place. Il est clair, et c'est pour ça que c'est très important de former l'équipe, parce qu'il est clair que lui, s'il a, par exemple, je sais pas, je mettrais des arêtes de poisson dans mes pluches, ça colle plus, quoi. Donc, il manque que les pluches de légumes. D'accord, merci beaucoup Nathalie. Et ce qui n'a pas été précisé, pardon Nathalie, c'est que tu as une collecte de la collectivité en plus du maraîcher. Bien sûr, oui, oui. Donc, une fois par semaine, la poubelle verte, où on va retrouver les restes des assiettes, on va retrouver, comme je travaille avec beaucoup de poissons, tout ce qui est arêtes de poisson. C'est pratiquement ça, quoi, en fait. Ouais. On nous demandait justement, Maëlle, dans le chat, s'il y avait un délai pour la reprise. Je crois avoir vu passer ça, s'il y avait un délai pour la reprise. Alors, c'est juste des recommandations, hein, je crois, dans les règlements d'hygiène. Oui, je crois qu'il n'y a pas forcément de délai particulier annoncé. Après, l'objectif, c'est que les biodéchets n'entrent pas en putréfaction. Donc, justement, il faut prévoir une collecte ou une valorisation assez rapide, donc pour que les biodéchets ne pourrissent pas. Donc, en général, on préconise 5 ou 7 jours, quoi, entre chaque collecte. Merci. Alors, on va proposer maintenant à Maxime Birien de nous présenter son retour d'expérience, ce qu'il met en place chez les Moumous. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend, Maxime. Ouais, super. Donc, en effet, du coup, nous, aujourd'hui, au niveau de notre coffee shop qui est situé donc à Rennes, on travaille en association avec Rennes du Compost, qui depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Le principe, en fait, au début, un peu après le lancement de notre activité, on a fait le point sur les différents types de déchets. On s'est rendu compte que finalement, le biodéchet représentait une forte part de ce qui était jeté. On s'est mis en relation rapidement avec l'association Rennes du Compost qui nous a exposé leur solution. Donc là, en l'occurrence, c'est une collecte de nos biodéchets par cette association qui vient collecter toutes les semaines du coup en vélo cargo. Ils nous mettent à disposition, donc nous en l'occurrence on travaille sur 2 bacs du coup de 25 litres. Les bacs bleus qu'on voit sur la photo à gauche et puis au centre. On a à côté de ça un petit seau blanc qu'on vient alimenter dans heure par heure de tout ce qui est biodéchets, donc les épluchures, le marc à café, les coquilles d'œufs, etc. Et une fois que ce seau est plein, en fait, on vient le transvaser du coup dans notre bac bleu. Donc ça, ces 2 bacs-là, ils nous permettent de faire la semaine, du coup. Donc c'est 2 fois 25 litres, collectés tous les jeudis matin. Donc il y a quelqu'un de l'association qui passe en vélo. Et donc voilà, tout simplement, nous aujourd'hui au quotidien, ça nous demande vraiment pas un effort important parce que le principe, c'est surtout de bien prendre le réflexe de mettre nos déchets, nos biodéchets du coup dans ce seau, les transvaser. Comme disait Nathalie auparavant, c'est vrai qu'il y a quand même une attention aussi du coup à faire par rapport à ce qui est jeté, bien faire attention de ne pas avoir de microfilms plastiques ou autre chose. Donc, c'est la vigilance qu'il faut avoir au quotidien. Et après, c'est vrai que l'avantage, nous, de le faire collecter par un organisme extérieur, c'est que on n'a pas trop de manutention finalement, de portage, de nettoyage de caisse. Donc, c'est pour nous une solution qui était idéale aussi parce qu'on a notre concept fait c'est une toute petite structure qui fait qu'un 18 mètres carrés, donc peu de stockage. Donc là, en l'occurrence, nos bacs sont stockés sous l'évier.
Petit inconvénient, c'est plus quand il fait chaud, où là, ça peut dégager un petit peu d'odeur. Bon, après, voilà, nous, il n'y a aucune porte d'entrée sur l'extérieur, donc aucun nuisible. Et puis, c'est vrai que le fait que ce soit récolté toutes les semaines, c'est chouette aussi, parce que bon, bah, ça tourne vite, quoi. Donc, il n'y a pas de risque non plus, quoi, que ça reste traîné dans le temps. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, simplicité, fonctionnalité, c'est pour nous pratique. Et en même temps, bah, on a vu aussi la réduction importante sur notre poubelle noire qui a fortement diminué. Je pense qu'on est, moi, j'ai pas exactement les chiffres, mais d'une poubelle tous les jours, tous les jours, on est passé à une poubelle par semaine dans les poubelles noires, on va dire, quoi, du coup, qui sont récoltées toutes les semaines par la ville. Donc voilà. Voilà. En effet, le gros avantage aussi, c'est que vous n'avez pas à les nettoyer, hein, Maxime. C'est vrai que vous n'auriez pas la place de toute façon. Ben, non, nous c'est vrai que d'un point de vue logistique, ça serait pas possible. Et puis ouais, du coup c'est vrai que c'est un peu une solution clé en main. Alors certes on la paye, mais par contre du coup derrière, bah nous derrière on aussi il y a un travail qui est fait par tous les personnes qui travaillent pour Rennes du Compost. Donc nous ça nous fait gagner du temps. Non, vraiment en tout cas pour notre type d'activité, c'était vraiment la solution la plus adaptée. Tout à fait, merci. Alors, on vous le disait tout à l'heure, hein, de toute façon, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Il y a des solutions adaptées aussi, vous, à vos contraintes. Là, en effet, le lavage de bacs aurait été compliqué avec une autre solution. Donc là, c'est très bien de pouvoir avoir des bacs propres à chaque fois qu'il y a une reprise des bacs sales. Et puis, il faut aussi compter ce temps humain consacré au lavage des bacs. Et ce n'est pas forcément possible partout si vous êtes seul ou à deux dans votre entreprise et si vous n'avez pas une équipe avec vous. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre de chaque solution, mais en effet, elles ont chacune un coût différent et vous vous en rendrez compte en vous renseignant là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Vous pourrez leur poser des questions tout de suite après si vous en avez. On voulait vous faire juste un petit focus sur les aides et les accompagnements que la CMA Bretagne peut vous proposer. Donc Maëlle, je te laisse faire, ton micro est coupé. Vous m'entendez? Oui. Alors oui, effectivement, avec la CMA Bretagne, on a un accompagnement qui s'appelle Artisan Zéro Gaspi. Donc, l'objectif étant d'accompagner les artisans de l'alimentaire en fait dans la réduction des pertes alimentaires, comme on a pu le voir au tout début. Donc on a un label qui permet de valoriser les actions mises en place. Mais au-delà de cette question de label, en fait, c'est aussi pour réaliser des économies dans l'entreprise parce que voilà, de la matière première perdue, c'est du coup des coûts en plus. Et donc là, encore une fois, ça va être sur l'approvisionnement, le stockage, la production et la vente. Et ensuite, du coup, à partir du 1er janvier, ce sera également sur la gestion des biodéchets, qui sera du coup obligatoire. Donc tous les métiers de l'alimentaire sont concernés. Après, il y a toujours des métiers de l'alimentaire qui vont produire moins de biodéchets que d'autres. Donc c'est pour ça qu'on pourra plus faire des focus sur les métiers de la boulangerie-pâtisserie, charcutier-traiteur et la restauration principalement. Voilà. Après, on prend également toutes les demandes et puis selon vos besoins aussi. Ça permet notamment de pouvoir aussi de se différencier d'autres entreprises, de pouvoir montrer aussi à vos clients que l'environnement et les pertes alimentaires sont des choses, enfin la réduction des pertes alimentaires sont des choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être intéressant. Et on peut voir qu'effectivement, c'est un accompagnement qui est pris en charge à 100% par l'ADEME et la région Bretagne. Donc il ne vous reste plus rien à débourser. Et donc ça se fait effectivement en 3 temps. Il y a un diagnostic voilà, qui est individuel, qui est propre à votre entreprise. Il y a un plan d'action et ensuite on valorise votre démarche. Voilà. Après, on pourra vous donner plus ample information si vous avez besoin par la suite. Voilà, et pour réaliser ces accompagnements, vous avez un conseiller par département pour vous accompagner sur ce sujet. Les aides financières,
Alors, il n'y en a pas forcément beaucoup et surtout, elles ne sont plus disponibles jusqu'à très longtemps puisque après, ça deviendra une obligation réglementaire à compter du 1er janvier. Donc, s'il y a des choses que vous souhaitez mettre en place, c'est vraiment maintenant qu'il faut les mobiliser. Il y a une aide qui s'appelle l'aide tremplin pour la transition écologique des PME, qui est notamment gérée par l'ADEME, qui peut vous accompagner pour l'achat de composteurs ou de pavillons de compostage ou des systèmes de préparation au tri. Donc voilà, si vous avez besoin d'une pré-collecte, de former du personnel, une signalétique pour l'investissement, c'est généralement pour des structures un peu plus grosses ou par exemple des biscuiteries, des conserveries, ce genre de structures. C'est pour les entreprises qui produisent moins de 5 tonnes de déchets par an, de biodéchets par an, puisque en effet les autres sont déjà soumises ont déjà l'obligation réglementaire qui s'applique. Voilà, vous pouvez nous contacter. Alors, il y a un minimum d'aide demandée de 5 000 € pour ces démarches-là. Donc, ça veut dire que dans le cadre, si c'est juste pour l'achat d'un composteur, ça veut dire qu'il faut le combiner à un autre investissement. Donc, voilà, ça, c'est une discussion à avoir avec vos conseillers environnement de la CMA. On vous a mis les contacts, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Hein, vous les connaissez déjà peut-être. Selon votre département, donc dans les Côtes d'Armor, Fanny Loloët, dans le Finistère, Hervé Moguerou, en Ille-et-Vilaine, Caril Lecoq, et dans le Morbihan, Maëlle Lebrun.